Donc, on va peut-être passer la parole à son Excellence le député de Côte d'Ivoire, voilà, qui va nous dire ce qu'il en pense de cette pensée prémonitoire. Merci. Je pense que ce n'est plus une prémonition pour nous, Ivoiriens, puisqu'on a déjà goûté au terrorisme. Je voudrais vous proposer rapidement le point de la situation en Côte d'Ivoire, après une petite introduction en parlant de la conformité des outils que nous avons au niveau national en termes de lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Ensuite, on essaiera de parler donc de l'efficacité de ces outils. On va terminer donc en grand 3 sur la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme que notre pays a adoptée, et puis on va conclure rapidement. Je voudrais dire donc qu'en ce qui concerne notre pays, c'est depuis le 13 mars 2016 que nous considérons cette date comme mémorable pour les Ivoiriens, parce que la Côte d'Ivoire a été, à cette date, le théâtre d'un événement tragique. Et il est même désastreux, parce que c'est la première fois que notre pays a essuyé une attaque terroriste. C'était une première du genre sur le sol ivoirien. C'est dans l'historique ville balnéaire de Grand Bassam, qui est aujourd'hui patrimoine culturel de l'UNESCO, que cette attaque a eu lieu un dimanche, alors que paisiblement les populations vaquaient donc à des activités ludiques et de loisirs à la plage. Cela a occasionné donc beaucoup de pertes en vies humaines. Cette offensive des terroristes était-elle imprévisible? Les autorités ivoiriennes n'avaient-elles pas les moyens pour contrer cet assaut qui a endeuillé cette terre-ci hospitalière? Telles sont les questions que les populations se posaient, et jusqu'à présent, je crois qu'on continue de se les poser. Pourtant, des mesures de sécurité avaient été prises pour faire face à une éventuelle attaque. Le pays s'était doté quelques mois auparavant, c'est-à-dire en juillet 2015, face aux menaces récurrentes et à l'expérience malheureuse des pays de la sous-région, d'une loi votée à l'Assemblée nationale, et cette loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015 portait répression du terrorisme. J'étais déjà à l'époque rapporteur général de la Commission Sécurité et Défense. J'avoue que nous avons passé plus de temps à cette occasion à discuter sur les termes, les définitions, parce que c'était nouveau pour notre pays. Malheureusement, quelques temps après, le sort nous a donné raison d'avoir pensé par anticipation à cette loi. Cette loi antiterroriste renforce les pouvoirs de la police et des services de renseignement, mais particulièrement à Abidjan. Nous avions pensé à l'époque que les cibles habituelles des terroristes ne pouvaient se trouver que dans notre capitale économique, en termes de grandes surfaces, en termes de sites importants pour notre économie. Mais comment comprendre que malgré ces dispositions particulières, l'on ait pu paralyser cet attentat de Grand Bassam? Comment, malgré toutes ces dispositions avec la loi, avec le fait qu'on ait attiré l'attention des gouvernants et des populations, on n'ait pas vu venir cet attentat qui a été si spectaculaire? Ces mesures sont-elles suffisamment efficaces pour faire face à ces nouvelles vagues d'attaques terroristes et de radicalisation? La réponse à ces dernières questions nous permettra de faire le point sur les outils de lutte contre le terrorisme et la radicalisation mis en place par la Côte d'Ivoire. Nous avons pensé important d'en parler parce que vous pouvez décider d'avoir des mesures pour combattre la radicalisation et le terrorisme, mais si ce n'est pas conforme avec ce qui se fait par ailleurs, si ce n'est pas conforme avec la pensée profonde des populations, très souvent on fait fausse route. La radicalisation et le terrorisme sont ou étaient des notions peu courantes en Côte d'Ivoire, jusqu'à l'attentat de Grand Bassam. En effet, l'histoire de notre pays relève très peu de mouvements de radicalisation ou d'actes terroristes. Certes, certains événements pouvaient s'analyser comme des formes d'un radicalisme religieux ou tribal. Par exemple, la crise de l'école, avec la radicalisation des pratiques de la FESI, une fédération estudiantine, qui, vers la fin des années 2010, était devenue comme une hydre où on passait à tabac, mais où on allait jusqu'au crime crapuleux, sous le prétexte de revendications scolaires, mais teintées de politique.
Il y a aussi la crise identitaire qui a conduit à la rébellion armée en Côte d'Ivoire à partir de 2002. Certes, les combats armés n'ont pas duré longtemps, mais nous savons tous que les répercussions de cette crise identitaire, jusqu'à présent, dans notre pays, continuent d'avoir des relents. À partir de ce cocktail explosif, nous avons donc connu quelques personnes qui étaient devenues des proies faciles pour les recruteurs, pour le compte du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Force est de constater que la mise en place des outils et mécanismes par la Côte d'Ivoire pour faire face aux menaces de radicalisation et de terrorisme était fonction des réalités sociales ivoiriennes. Elle faisait ainsi fi des nombreux cas d'attentats constatés dans le monde. Personne n'étant à l'abri de la menace terroriste, l'attentat de Grand Bassam a eu le mérite de rappeler à notre pays que ça ne se passe pas que sur les autres. Au moment où la crise éclatait au Mali, notre président, son Excellence Alassane Ouattara, était le président en exercice de la CEDEAO. Et tout le monde a vu comment il a durci assez tôt le discours, comment il s'est montré, je veux dire, peu conciliant avec ce qui s'est passé au Mali. Selon les rumeurs, ce serait donc cette posture de notre président qui a précipité l'arrivée du terrorisme en Côte d'Ivoire. Mais pour avoir participé à plusieurs colloques et séminaires internationaux, certains parmi nous, dont moi, pensent que c'était quelque chose de projeté depuis longtemps, puisque tout le monde sait que, l'État islamique considère qu'il faut étendre son hégémonie sur l'ensemble de la terre, pour ne pas dire le monde entier. Donc, peut-être qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire plus tôt que prévu, mais c'était prévu. Assez éparses avant l'attentat de Grand Bassam, les mécanismes et outils ont connu un accroissement majeur depuis lors. Des dispositions législatives de plus en plus conformes aux recommandations internationales sont prises, telle la loi 2016-992 du 14 novembre 2016, qui est relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des lois de ratification des conventions internationales. Nous, on estime que sans financement, le terrorisme ne peut pas prospérer. Mais pour des pays comme les nôtres, qui difficilement s'en sortent au plan économique, la question était de savoir d'où venait le financement du terrorisme qui commençait à venir en Côte d'Ivoire. Parce que, en plus de Grand Bassam, souvenez-vous que le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région de Tengrela, a aussi essuyé des attaques. Et la preuve est faite que ce sont des djihadistes venus donc, de pays voisins qui, à moto, ont traversé par des pistes tout le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'à aller perpétrer ces attentats dans une zone où il y a une petite forêt classée. Ce qui a montré qu'ils maîtrisaient la géographie de toute cette zone qui partait donc du Mali, un peu du Burkina jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire. C'était assez surprenant parce que quand par la suite on a mené des enquêtes, nous avons fait une délégation parlementaire, on s'est rendu compte que les populations assez surprises par ces événements ne savaient pas ce qu'était le terrorisme. D'où l'importance de l'action de la Commission Sécurité et Défense qui a mené des actions d'explication auprès des populations pour essayer de s'accorder avec les quelques informations qu'on avait sur le profil du terroriste, comment les populations pouvaient se méfier d'un terroriste qu'on voyait apparaître. Relativement aux forces de défense et de sécurité, de nombreuses formations en partenariat avec nos partenaires à la défense ont été accomplies afin de rendre nos forces suffisamment réactives pour faire face à la menace terroriste. Il est clair qu'à Grand Bassam, nos forces se sont marchées sur les pieds. Il y a eu un problème de coordination qui a occasionné un peu plus de pertes dans la chose. Voilà. Donc, il y avait un besoin de formation. D'où, en grande l'efficacité des outils de lutte. Les facteurs de la radicalisation en grand A montrent que les mécanismes de plus en plus conformes de lutte contre la radicalisation et le terrorisme ont été mis en place. Ces mécanismes existent pour le moment dans notre pays. Dorénavant, on peut dire qu'on a des éléments légaux en termes de loi qui permettent de juger et de pouvoir aller à l'encontre des actions néfastes des terroristes. En effet, plusieurs facteurs sociologiques constituent de véritables viviers favorables à la radicalisation et au terrorisme. Comment les gens arrivent à avoir des jeunes Ivoiriens qui se radicalisent
pour aller devenir des djihadistes. La Côte d'Ivoire, au cœur d'intenses mobilités sous-régionales, abrite de vastes espaces échappant au contrôle étatique. Nos frontières sont poreuses et ça fait qu'on peut y aller et venir comme on veut. On n'a pas besoin de passer forcément par les frontières terrestres avec des voies, des contrôles réguliers. Vous avez des pistes qui permettent de passer d'un pays à un autre. Ça rend donc l'accès au pays très facile pour n'importe quel type d'individu. La fragilité de la jeunesse ivoirienne, une partie importante de la jeunesse, de la population, due au déficit d'intégration socio-économique, représente aussi un facteur à risque. Avec seulement 100 000 francs, on peut convaincre un jeune désœuvré qui n'avait pas de rente régulière qu'on peut lui donner 100 000 francs par jour et il va devenir autosuffisant et il voit en cela un peu d'Eldorado. L'autre forme, c'est de dire on peut te faire arriver en Europe, mais en passant par la Libye. Mais toujours, c'est l'attrait socio-économique. Le jeune homme se dit, si je pars, que j'accède en Europe, mon quotidien va changer, mais à partir de la Libye, les choses se gâtent. Il ne maîtrise plus son destin parce qu'il découvre qu'en fait, on ne l'a pas fait venir pour aller améliorer son quotidien. C'est plutôt pour devenir un djihadiste. La présence de groupes d'anciens combattants non insérés dans le tissu social et accumulant des frustrations constitue une manne pour les recruteurs terroristes. La chronicité des conflits locaux sous fond de rivalité communautaire dans plusieurs zones de la Côte d'Ivoire, à travers les conflits fonciers, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, entre griffes, il faut préciser que pour nous en Côte d'Ivoire, le profil type du djihadiste, c'est un type un peu berbère, donc on l'attribue souvent à quelqu'un qui est peul. Donc quand vous avez ces traits, or ce sont les peuls justement qui font paître le bétail, les bœufs, je veux dire, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dès que vous arrivez dans ces conditions et que vous avez le profil de quelqu'un qu'on ne connaissait pas par le passé, les soupçons s'installent aussitôt. Mais il faut avouer que très souvent, quand ils arrivent, le type arrive sans profession aucune. Dès le lendemain, il construit une mosquée de 1001 nuits, pratiquement, dans un village où il n'y a même pas d'électricité souvent. Et vous ne savez pas d'où viennent les fonds qui ont permis toutes ces réalisations sociales. Il peut à lui se décider de faire une électrification du village avec un groupe électrogène, mais toujours sans traçabilité de l'origine des fonds. À côté de ça, nous avons aussi l'orpaillage clandestin, dans lequel ils s'invitent seuls. Ils arrivent dans un village, ils s'accordent juste avec le chef du village, ils se mettent à creuser des trous un peu partout. Et du coup, on a commencé à faire attention à toutes ces petites activités qui sont devenues pour nous synonymes de présence terroriste sur notre territoire. Tous ces facteurs étant à risque, les outils et mécanismes mis en place ne peuvent à eux seuls permettre une lutte efficace contre la radicalisation et le terrorisme. L'approche du développement économique et social à travers la prise en compte des facteurs à risque, ci-dessus énumérés, pourrait se présenter comme une véritable solution dans la lutte contre ces fléaux qui terrorisent nos populations. On a abordé la dimension militaire en grand B. On a mobilisé nos forces armées, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et l'armée, mais cette mobilisation s'organise pour atteindre 3 objectifs. Le premier étant d'assurer en permanence la sécurité des populations et se battre contre le terrorisme. Le deuxième objectif, c'est développer et maintenir une culture de vigilance des acteurs, mais des populations également. Et puis en 3, permettre une réaction rapide et coordonnée en cas de menace. Pour atteindre ces objectifs, l'action en Côte d'Ivoire se définit à 3 niveaux d'alerte. C'est ce que le CNS a défini. Le niveau 1, ou pacte gris, qui est une posture permanente de sécurité. Elle est légère. On essaie de faire surveiller dorénavant du mieux les zones névralgiques du pays, comme les centrales électriques, comme les grandes entreprises comme la CIR, la Société ivoirienne de raffinage, les grandes surfaces comme Carrefour, Super Hayat, etc. Là où on pense qu'il y a une forte concentration humaine. Et puis le niveau 2, ou pacte jaune, vigilance renforcée. En ce moment, les effectifs sont étoffés pour pouvoir intimider ou dissuader. Et puis en 3, le niveau 3, donc, au pacte rouge,
qui est quand il y a une alerte attentat. Il faut être précis. Le niveau 3 est coûteux, ça nécessite de grands moyens. Donc, certains pays développés, comme on le dit, arrivent à maintenir ce niveau 3 selon notre lecture. Mais notre pays, pour le moment, nous sommes au stade où on a réagi à Grand Bassam que quand l'attentat a été constaté. Par contre, l'idéal aurait été de pouvoir, de façon permanente, éviter même que l'attentat ait lieu, réagir par anticipation au lieu d'agir après coup, puisque c'est toujours l'occasion de grosses pertes en vies humaines. Le cadre opérationnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pacte gris, quand il n'y a pas de menace, qu'il y ait menace ou pas, la posture doit être permanente. Au moins, elle est légère en cours. Et c'est ce qu'on fait pour le moment. Le pacte jaune, c'est l'application des mesures prévues à une situation ou un projet connu des services de renseignement. On le dit, le renseignement précède la sécurité. Donc, quand on a une information, il faut bien la traiter et réagir en conséquence pour éviter que l'attentat ait lieu. Ça a permis à notre pays d'éviter plus d'une douzaine d'attaques. Et c'est la coordination avec les nations voisines comme le Mali qui a permis d'éviter cette dizaine d'attentats sur notre pays. La stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Nous avons le Conseil national de sécurité dans notre pays qui a une vision du chef d'État actuel. C'est à l'intérieur de cette structure que la Commission sécurité et défense de notre Assemblée a une présence en titre consultatif. Il se réunit chaque mois et au cours de la réunion mensuelle du mois de mai 2018, le groupe consultatif du Conseil national de sécurité a présenté une nouvelle stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Cette stratégie s'articule autour de 4 grands points. La prévention, la protection, la riposte et la résilience. La prévention, on en a longuement parlé. La protection aussi, on l'a dit, c'est le pacte jaune. Mais ce qui va nous préoccuper ici, c'est surtout la résilience. Au niveau de la résilience, il faut savoir qu'il y a une action dans l'immédiat et une action après coup, post-immédiat. En nota bene, nous allons dire que ce colloque est une occasion de plaidoyer à l'endroit de nos partenaires afin d'aider notre pays dans le financement donc, de son plan d'action de mise en œuvre de cette stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas une action financière ponctuelle. Ça peut être en termes de formation. Améliorer la formation de nos forces armées, améliorer la structure de lutte contre le terrorisme qui dorénavant a été créée dans notre pays parce que des nations sont plus avancées que notre pays sur ce plan. Auprès de notre voisin, le Mali, nous avons appris beaucoup. C'est grâce au Mali qu'on a pu faire arrêter ceux qui ont fait le coup de Grand Bassam, en tout cas en majorité. Donc nous sommes demandeurs d'améliorer donc cette collaboration sud-sud, mais également améliorer aussi ou bien établir des relations nord-sud pour que notre pays continue d'améliorer sa capacité de réaction ou bien d'anticipation face à la radicalisation et au terrorisme. En conclusion, nous voudrions dire qu'en définitive, il faut remarquer que la lutte contre la radicalisation et le terrorisme ne peut se faire uniquement par l'éradication d'outils et de mécanismes aussi performants soient-ils. Il faudra en plus tendre vers une véritable politique de développement économique et social permettant de remédier aux facteurs à risque qui gangrènent nos sociétés. Cette bonne gouvernance, tant politique, communicative, communautaire, sociale et sécuritaire, permettra de lutter contre la radicalisation et le terrorisme. Enfin, nous sommes en présence d'une lutte de longue haleine qui nécessite que la politique judiciaire soit clairement définie avec création d'un pôle antiterroriste au niveau du parquet pour une veille antiterroriste. Pour le moment, dans notre pays, c'est quand il y a un coup, on cherche les coupables et puis on active un juge ou un procureur. Le souhait dorénavant, c'est qu'on puisse avoir un pool de juristes qui ne fait que ça. À travers aussi la collaboration étroite entre la communauté du renseignement et le Conseil national de sécurité dans le cadre de la collecte de l'information. Cette fois-ci, quand on aura des informations, si on a des spécialistes bien formés, ils sauront comment la traiter et éviter que les coups du genre de celui de Grand Bassam arrivent avant qu'on ne cherche à trouver des coupables et autres.
Et puis le dernier élément pour nous, c'est la nécessité d'une coopération nationale et internationale avec tous les acteurs, gage d'une lutte efficace. Je vous remercie.